Le grand débat des vraies voix, 180 € net d'augmentation de salaire proposé par le gouvernement pour les soignants. Après la crise du coronavirus à l'hôpital, Macron est-il enfin à la hauteur? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour le moment, c'est un grand non, non à 84%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, bonsoir, et David Vasseur, infirmier dans un EHPAD et secrétaire général Force ouvrière santé en Gironde. Bonsoir David Vasseur. Tiens, je vais commencer avec vous. 180 € net en plus par mois versés en 2 fois si j'ai bien compris. 90 € en septembre et 90 € un peu plus tard, je crois que c'est au mois de mars si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ça vous convient tout d'abord ? Je ne vais pas vous dire que la somme me convient parfaitement, vu que la revendication qu'on avait, c'était 300 € et ça demeure toujours notre revendication. Ceci dit, ça reste quand même une somme importante et qui me semble intéressante dans le sens où elle est versée à l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière, à la fois les soignants, mais aussi les personnels techniques et ouvriers et évidemment les administratifs. Donc, oui, parce que pour les personnels techniques et ouvriers, par exemple, a priori, enfin dans ce que l'on en sait au niveau de leur salaire, d'habitude ils sont plutôt au SMIC. Donc là, tout d'un coup, terminer le SMIC. On dépasse enfin le SMIC alors. Tout à fait. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. C'est quand même positif de ce point de vue-là, évidemment. Ouais. Vous le disiez, vous demandiez 300 € et vous demandez toujours 300 €. Bon, cela étant, 180 € net, on se dit... c'est quand même pas si mal que ça. Moi-même, tout à l'heure, en rigolant, je demandais cette augmentation pour l'an prochain avec Philippe Binger, qui est avec nous, par exemple, voyez-vous. Alors qu'en général, cracherait pas dessus, on cracherait pas dessus. Exigeants en général. Oui. Non, mais c'est pas mal quand même. Oui, tout à fait. C'est pour beaucoup d'agents de la fonction publique, c'est 10% d'augmentation de salaire, évidemment. C'est pas négligeable du tout. Puis c'est une revalorisation nette. Donc oui, c'est sûr que c'est une somme importante. En tout cas, je pense que les négociateurs qui étaient au sein du Ségur ont fait leur maximum pour avoir le plus possible. Ouais. Évidemment. Christophe Prudhomme, est-ce que vous trouvez que ces 180 € net, c'est déjà pas mal ou pas? Ah non, c'est totalement insuffisant. 180 € net, c'est simplement rattraper la perte de pouvoir d'achat qu'ont subi l'ensemble des agents de la fonction publique depuis 2010. Voilà. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on ne va pas rattraper les retards qui existent et qui font qu'aujourd'hui, les infirmières en France sont moins bien payées que leurs collègues mexicaines. Voilà. Là, il y a une déception chez les collègues qui est importante parce que si avec la question des augmentations de salaire, mais dans ce protocole, on demandait 2 autres choses, des créations d'emplois. Et c'était la première revendication, et l'arrêt des plans de restructuration avec des fermetures. Oui, mais attendez. D'abord sur le salaire. Avant d'aller plus loin, sur le salaire, pardon de vous le dire, mais il y a beaucoup de Français qui aimeraient avoir 180 € net de plus sur leur fiche de paye dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Je suis désolé. Non. Alors vous dites, ben oui, il y a le retard, etc. Mais ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation aussi importante quand même. Oui, mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnel hospitalier, aujourd'hui, personnel hospitalier des EHPAD, est épuisé, a beaucoup donné. Depuis 1 an, nous sommes en grève dans les services d'urgence et depuis septembre, c'est un mouvement qui touche l'ensemble de l'hôpital. Et quand on demandait 300 €, c'était un minimum. Alors bien sûr, 180 €, ça met toujours du beurre dans les épinards. Sauf que ça ne réglera pas le problème de l'attractivité qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à recruter les infirmières dans les hôpitaux parisiens, par exemple. Nous n'arrivons pas à recruter les aides-soignantes dans de nombreuses EHPAD où elles s'en vont au bout de 6 mois de travail parce que les conditions sont telles qu'elles ne souhaitent pas y rester au regard des conditions de travail. Et l'ensemble des revendications, tout est lié. Parce que la question, c'est pas que les augmentations de salaire, c'est la qualité du travail. Et les emplois sont très importants. Et sur les emplois, il n'y a quasiment rien. On nous annonce 15 000 emplois supplémentaires, mais dans ces 15 000, vous avez 7 500 qui existent déjà et qui ne sont pas pourvus. Donc, on augmente le nombre d'emplois de 7 500 pour 2 000 établissements. Ça fait 3 emplois par établissement. Vous imaginez bien que ce n'est pas avec ça qu'on va atteindre ce dont on a besoin en EHPAD. Parce que vous savez, sur les EHPAD, ce qu'on demande, c'est simplement rattraper le taux d'encadrement qui existe dans les pays d'Europe du Nord, où la mortalité dans ces établissements a été bien plus faible qu'en France parce qu'il y avait plus de personnel. Et aujourd'hui, on a pris un tel retard qu'il faut créer 200 000 emplois.
Alors ça paraît énorme, 200 000 emplois, mais c'est un chiffre qui a été validé à la fois par un rapport du Conseil économique, social et environnemental et par un rapport parlementaire des députés Fiat et Ibora. Oui. Ça paraît difficile d'atteindre ce chiffre, effectivement, de 200 000 emplois. Prenons l'exemple, juste une chose. La question, c'est de savoir si on laisse mourir La question, c'est de savoir si on laisse mourir nos aînés en EHPAD ou si on se donne les moyens de les traiter correctement. Oui, mais Christophe Prudhomme, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, et vous êtes un habitué des vraies voix, je vous connais bien, et on vous connaît bien, évidemment, tous, mais j'ai envie de vous dire, si vous étiez ministre de la Santé, j'aimerais voir ce que vous feriez, quand même, parce que je suis pas sûr que ça serait aussi simple. Je suis pas sûr que ça serait aussi simple que d'être dans l'opposition permanente. Non, mais sans être dans l'opposition permanente, il y a quelque chose qui est important de dire effectivement, c'est que la rémunération, elle ne règle pas le problème de fond qui est le financement de l'hôpital. Ah ben ça c'est vrai. Quand on est contraint chaque année avec des enveloppes fermées, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des hôpitaux qui sont mis en déficit systématique à cause de la tarification à l'acte entre autres, en fait on résout pas le problème général de l'hôpital. Et certes la rémunération c'est un volet, mais comme il le dit si bien dans le Ségur, ce n'est qu'un pilier du Ségur. L'accord qui est passé aujourd'hui, il dépasse finalement le cadre de la rémunération parce qu'il parle effectivement de postes supplémentaires, mais ce que l'on attend après cela, c'est évidemment des remises en question beaucoup plus importantes qui sont de l'ordre du financement de l'hôpital réellement. Et arrêter de le contraindre et de l'obliger à des cures d'austérité en permanence. Alors on va demander, tiens, aux vraies voix, ce qu'elle pense un peu de tout ça. Philippe Bilger, on vient d'entendre Christophe Prudhomme et David Vasseur. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait encore une colère en quelque sorte Mais Christophe, d'abord j'apprécie ce que vient de dire David Vasseur qui, après une première intervention, est un peu plus réservé, mais il a tout de même été relativement satisfait de cette somme qui va mensuellement... Même s'il a dit que ça ne suffisait pas. Bien sûr, mais on le comprend. En revanche, Christophe Prudhomme, que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir, me paraît situé dans un maximalisme habituel. Je ne parviens pas à comprendre l'obstination qu'il manifeste dans un jusqu'au boutisme dont il sait qu'il ne sera jamais concrétisé par un pouvoir qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Il faut demander beaucoup pour obtenir un peu. C'est ce que fait Christophe en fait. Oui, mais du militantisme en même temps. Oui, mais il donne peut-être avec l'aura qui est la sienne un mauvais exemple parce qu'au fond il y a un possibilisme, il y a un pragmatisme qui doivent plutôt inspirer la relation entre le pouvoir et les soignants plutôt que ce jusqu'au boutisme qu'il continue à cultiver tout le temps. Bon, on va lui redonner la parole, Christophe. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Le grand débat des vraies voix sur Sud Radio avec Yael Mellul, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. 180 € net d'augmentation de salaire proposé par le gouvernement pour les soignants après la crise du coronavirus à l'hôpital. Macron est-il enfin à la hauteur ? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi, est-ce que ça évolue un peu ? Toujours pas, c'est toujours un grand nombre et ça augmente. Tiens, on passe de 84 à 88% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Quelques commentaires. Gérald qui nous dit le personnel hospitalier demandait 300 €, passant 80, 2 fois moins qu'attendu, réagit Eric. Régine, on en reparle quand ce sera fait. Et puis j'aimerais vous lire le commentaire de Vladimir. Je pense que ce que le gouvernement n'a pas compris, c'est que l'augmentation des salaires, c'est une chose, c'est ce que disait David Vasseur, mais leur donner des moyens, c'en est une autre. Plus d'effectifs, plus de lits, plus de matériel, etc. etc. C'est la lutte finale pour nous et demain. Non mais, attends, on a Christophe Prudhomme, je me suis dit on va mettre l'international. Voilà. C'est logique. Toute la CGT est en train de voter, on met l'international. Puis c'est tout les amis. Non mais on rigole. On met même lumière rouge. Christophe pourrait la changer dans les studios. Oui. Bon, 180 € net d'augmentation donc pour les soignants, c'est notre débat. Nos invités sont là. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, et David Vasseur, infirmier dans un EHPAD et secrétaire général FO Santé en Gironde. Alors il y a les salaires, on en a parlé, mais pas que, comme on l'a dit. Il y a aussi, par exemple, un point très important, le nombre de lits. Alors, j'ai envie de vous dire, on en est où ? Alors qu'on est en train de nous parler d'une éventuelle seconde vague de coronavirus. Donc, j'imagine que dans les hôpitaux, il doit y avoir quand même une inquiétude. On va voir ça en Gironde et puis évidemment avec Christophe. Et puis, on entend aussi autre chose quand même ces derniers jours qui se passent. Pendant le Ségur de la santé, pendant les négociations, on entend que des directions d'hôpitaux continuent de fermer des lits. Et ça, moi, j'avoue que je ne comprends pas du tout. Alors, David Vasseur, est-ce que c'est vrai en Gironde, par exemple ?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution de nos lits, ça n'a pas bougé depuis avant le coronavirus. On est toujours dans cette situation où on demande du retour de postes qui ont été gelés, des retours de lits qui ont été fermés, et que cela ne bouge pas actuellement. Donc effectivement, notre inquiétude, en tout cas dans l'urgence actuelle, c'est de se dire on va se retrouver de nouveau dans une situation d'urgence, avec une seconde vague qui peut arriver, mais avec exactement les mêmes moyens que précédemment, mais avec des personnels épuisés par contre. Oui. Et ça, c'est très préoccupant. Et beaucoup de personnel en vacances si jamais ça arrivait pendant l'été aussi. Enfin, il faut le dire. On rappellera des gens sans doute, mais bon, c'est une réalité. Christophe Prudhomme, est-ce qu'effectivement il y a des directions d'hôpitaux qui continuent de supprimer des lits? Oui, pour répondre à Philippe Binger. Ah, bon, Binger tout à l'heure disait que vous alliez un peu trop loin. C'est pas la CGT qui est jusqu'au boutiste, c'est le gouvernement qui aujourd'hui, comme le dit mon collègue, continue ses plans de réduction de lits. C'est ça le problème. Vous comprenez? Eux, ils sont jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'alors que le ministre nous dit « Je peux envisager un moratoire sur les restructurations », sur le terrain, les directions d'ARS continuent à fermer des lits. Dans mon hôpital, on ferme des lits de gériatrie en ce moment. Nous manquons de lits de psychiatrie parce qu'avec le confinement, nous avons une explosion des pathologies psychiatriques. Donc le jusqu'au boutiste est du côté du gouvernement qui continue ses plans de restructuration. C'est ça que vous ne comprenez pas. On ne demande pas la lune. On demande simplement d'avoir les moyens de travailler. Avoir les moyens de travailler, c'est d'arrêter les plans d'économie, d'arrêter de nous vendre le tout ambulatoire alors que la population a vieilli. Et quand on vient aux urgences, on a besoin d'un lit. On ne peut pas renvoyer une personne à la maison dans un logement où elle vit seule et où, y compris la prise en charge à domicile, mobilise plus de personnel qu'à l'hôpital. Voilà, c'est ça la vraie vie. Donc nous, on est dans la réalité du quotidien que vivent les patients. Et le jusqu'au boutisme, il est du côté des gens qui nous dirigent. Parce que quand on dit qu'on ne trouve pas d'argent, moi, les 7,5 milliards, ce sont les propositions que nous avons faites dans le Ségur de la Santé, la CGT. Je vous les trouve immédiatement, avec 3 mesures qui peuvent être votées dans la loi de finances de la sécurité sociale au mois d'octobre-novembre. Lesquelles? La suppression d'un impôt injuste qui est prélevé sur l'hôpital, qui s'appelle la taxe sur les salaires. L'exonération de la TVA sur les investissements à l'hôpital. On paye de la TVA quand on construit un bâtiment à l'hôpital. Vous comprenez? Comme l'armée. La charge de la dette qui aujourd'hui est énorme parce qu'on ne reprend qu'un tiers de la dette. Pour la SNCF, on a repris la totalité de la dette pour pouvoir libérer les investissements. C'est ça la vraie vie. Et moi, les 7,5 milliards, les 3 mesures que je vous donne, eh bien, on les a. Donc, on demandait un minimum de 15 milliards, c'est pas énorme, c'est ce que le gouvernement a trouvé en quelques jours pour l'industrie aéronautique. Donc, on n'est pas jusqu'au boutiste, nous sommes très réalistes et on sait très bien que les 200 000 emplois, on les aura pas aujourd'hui, mais est-ce qu'on en crée 30 000 cette année, 40 000 l'an prochain, 50 000 l'année d'après? C'est ça qu'on demande. Voilà. On n'est pas jusqu'au boutiste. Philippe David. Non mais il y a une question moi, que je me pose. J'ai entendu l'autre jour chez notre ami André Berkoff que l'ARS d'Île-de-France employait 1100 personnes. Vous vous rendez compte de ce que c'est 1100 personnes? Parce que l'ARS, a priori, ça a quand même été un fiasco. La création des ARS, c'est une création de Roselyne Bachelot qui est revenue au gouvernement, mais à la culture plus à la santé. Est-ce que là, on pourrait pas faire des économies? Parce qu'on a vu que les ARS, au mieux, ne servaient à pas grand-chose, au pire, ne servaient à rien. En tout cas, pendant le Covid, c'est vrai que la question se posait. Je ne sais pas ce qu'en pense David Vasseur, par exemple. Mais... moi, je pense qu'on n'est pas là pour critiquer la composition des autres administrations. Non, mais excusez-moi, on parle vrai. Si des administrations servent à rien, il faut le dire. Moi, je suis pas là pour évaluer ce genre d'administration. Par contre, je suis là pour effectivement revendiquer particulièrement dans mon secteur médico-social EHPAD et dans l'hôpital public, entre autres. Moi, la façon dont gère les ARS, je la critique effectivement quand il s'agit d'ordonner des suppressions de lits, effectivement, comme disait Christian Prudhomme à l'instant. Mais objectivement, j'ai pas d'avis critique là-dessus. C'est pas à nous de l'évaluer en tout cas. Et je pense que, au contraire, plutôt que de faire du fonctionnaire bashing comme on le fait habituellement, il faudrait au contraire se poser la question de l'utilité du service public et de la bonne utilisation du service public. Et plutôt que de la contraindre systématiquement comme on le fait habituellement, au contraire, essayer de la financer correctement et de faire en sorte qu'elle soit efficace. Oui, mais pour le financer correctement, faut pas payer des gens qui servent à rien et à mon avis, beaucoup dans les ARS ne servent à rien. C'est votre avis. C'est mon avis. Vous avez raison. Dans les ARS, le problème, c'est qu'on a besoin de personnel technique et pas de gens qui sont des financiers
qui sont là pour remplir des tableaux Excel en fonction des économies qu'on doit réaliser cette année, l'année prochaine, l'année suivante. C'est ça le problème. La question, c'est pas de faire du fonctionnaire bashing. La question, c'est d'avoir des fonctionnaires qui servent à faire fonctionner une administration au service de la population. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement des emplois à l'ARS qu'on pourrait supprimer, les emplois de contrôle, tous les gens qui aujourd'hui s'occupent de la tarification à l'activité. Si on avait un autre mode de financement de l'hôpital, vous savez, la tarification à l'activité, ça coûte en hyper-administration 300 millions par an, 300 millions d'euros par an. Là, il y a des sources d'économie importantes. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Vous voyez, c'est pas un ami, c'est Martin Hirsch qui dit supprimons le ticket modérateur à l'hôpital, prenons en charge les frais hospitaliers à 100%. Moi, à l'assistance publique, j'économise 1500 administratifs. Des gens qui ne servent qu'à aller récolter de l'argent auprès des assurances maladie complémentaires. Voilà. Donc là, effectivement, eh bien, du 100% à l'hôpital, on économise 1500 emplois à l'assistance publique. Bon, la question quand même derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a cette avancée. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut si on vous écoute, les 180 € net par mois. Bon, très bien. Mais est-ce que, finalement, vous sentez que le gouvernement, par rapport aux promesses du président de la République aussi, de réformer véritablement l'hôpital pour tirer évidemment les conclusions de ce qui s'est passé avec le Covid-19, vous pensez, la Covid-19, vous pensez que véritablement on va quand même aboutir à quelque chose ou pas? Non, c'est très décevant ce Ségur, parce que, vous voyez, l'appellation Ségur, et on a convoqué tout le monde, les libéraux, le public, ça aurait pu être l'occasion, effectivement, de remettre à plat le système de santé. Mais l'ancien Premier ministre a fermé les portes immédiatement en disant « On a voté une bonne loi en début d'année, il suffit de l'appliquer le plus rapidement possible. » Alors qu'on conteste cette loi, comme la loi Bachelot, comme les lois précédentes. Et là, mes collègues du secteur libéral sont très déçus parce que nous n'avons pas du tout progressé pour abattre cette barrière qui existe entre la ville et l'hôpital, pour qu'on ait un système de santé beaucoup plus performant. Voilà, donc il y a aussi cette déception, parce que finalement on tombe sur quoi? Sur un accord qui est insuffisant, même si 180 €, eh bien, ça mettra toujours du beurre dans les épinards, très insuffisant, et on n'a pas du tout avancé sur l'organisation du système de santé. Et puis moi, je vais vous dire, pour être un peu clivant, vous savez pourquoi notre système de santé coûte très cher en France? Parce qu'il est trop compliqué. On mélange du public, du privé non lucratif, du privé lucratif, la médecine libérale, etc. On a une suradministration. Vous savez que dans un hôpital comme un Melun, qui est un hôpital mixte public-privé, la clinique facture des frais à l'hôpital, l'hôpital facture des frais à la clinique. Tout ça, c'est de l'administration qui ne sert à rien. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, nous, on est dans le bon sens. Vous savez, il y a des secteurs qui relèvent de l'activité marchande. La santé ne relève pas de l'activité marchande. Il faut un secteur public performant et unique, et on gagnera de l'argent sur l'administration. Allez, vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Mohamed de Perpignan est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors on pose cette question, 180 € net d'augmentation de salaire proposé par le gouvernement pour les soignants après la crise du coronavirus à l'hôpital. Macron est-il enfin à la hauteur? Quel est votre sentiment, vous? J'ai l'impression qu'il est en train de diviser le monde de l'hôpital. J'ai l'impression que 180 € pour les aides-soignantes et les infirmières, qu'est-ce qu'on fait du reste du personnel, les techniciens, les femmes de ménage? Et peut-être l'hôpital a besoin d'autre chose. Quand on s'aperçoit qu'il manque des lits, qu'il manque du matériel, on s'aperçoit que vous avez des médecins qui travaillent en privé à l'hôpital, ils mobilisent une secrétaire, une infirmière pour travailler à leur compte, c'est honteux. Je pense qu'il y a une restructuration totale de l'hôpital à faire. Et là, j'ai l'impression que Macron est en train de diviser un petit peu tout le monde. Et c'est pas la solution. Je pense qu'il faut revoir l'ensemble. Et c'est honteux quand même qu'on n'ait pas assez de lits dans les hôpitaux français. C'est honteux quand même de voir des médecins qui ne sont pas bien payés et sont obligés d'avoir à l'intérieur de l'hôpital même de faire des consultations privées en mobilisant les locaux, les infirmières, les secrétaires. Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Il y a du privé, un hôpital ne doit pas être absolument rentable. Je trouve que c'est un peu lamentable. Mohamed, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital, mais en tout cas, est-ce que l'idée d'aller à l'hôpital, vu la situation des hôpitaux, ça vous fait peur, par exemple, vous?
Oui, honnêtement, je suis plutôt hôpital que privé, mais honnêtement, ça me fait très peur. Mais je vois, les urgences, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, même dans des services, d'autres services, je vous citerai pas, c'est pas folichon. Et je crois il faut tout revoir. Je suis plutôt pour aller me faire soigner à l'hôpital que dans le privé, mais quand même, il y a tout à revoir. Eh bien, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez le sentiment qu'avec cette augmentation de salaire, on veut diviser les personnels à l'intérieur de l'hôpital. D'ailleurs, si j'ai tout bien compris, vous allez me dire, hein, David Vasseur et Christophe Prudhomme, si j'ai tout bien compris, par exemple, les médecins hospitaliers ne sont pas concernés par ces 180 € d'augmentation. Non, c'est le personnel non médical, effectivement, mais par contre, ça concerne les techniciens et les administratifs et les voilà. Ça, c'est important de préciser quand même. C'est important de bien le préciser. C'était notre mot d'ordre, hein. C'est-à-dire que nous, on est parti sur cette négociation en partant du principe que c'était tous les personnels de l'hôpital et pas seulement les soignants. Ouais. Christophe Prudhomme, les médecins hospitaliers, on en est où les là? médecins hospitaliers, ça s'est mal terminé hier soir. Ah bon? Puisqu'il y a des noms d'oiseaux qui ont volé. Vous savez, quand vous avez un médecin ministre, on se tutoie entre médecins. Oui. Et puis on est un petit peu virulent. Donc ça s'est mal terminé et mes collègues qui représentent les médecins hospitaliers ont claqué la porte. Oui, ils demandent quoi comme augmentation, les médecins hospitaliers Les médecins hospitaliers demandent à ce que la grille de salaire soit entre le premier échelon et le dernier échelon, l'embauche à 5 000 € et qu'on termine à 10 000 €, avec un certain nombre de primes qui permettent de compenser le différentiel avec le privé. Comment voulez-vous garder aujourd'hui des médecins à l'hôpital public alors que vous partez dans le privé, vous avez moins de contraintes, en particulier en termes de garde, et pour certaines spécialités comme la radiologie ou l'anesthésie, vous gagnez 2,5 fois plus qu'à l'hôpital. Donc voilà, donc il faut tout remettre à plat. La rémunération à l'acte et cette différentiel de rémunération entre le public et le privé pose problème aujourd'hui. Et vous savez, la population, aujourd'hui, très majoritairement, hein, c'est comme dans vos auditeurs, demande une régulation autoritaire de l'installation des médecins, tant en ville qu'à l'hôpital. Moi, je ne suis pas pour la régulation autoritaire, mais on ne peut pas laisser... Et à la campagne aussi, parce que... Oui. Et à la campagne aussi, parce qu'à la campagne, il y a quand même des problèmes. C'est ce que je vous dis. Voilà, le problème aujourd'hui, c'est pour trouver un médecin, il faut y aller. Hein. On concentre les moyens dans les métropoles, et ça, c'est aussi une logique de ce gouvernement Macron. C'est-à-dire que sorti des métropoles, sorti des grandes structures, rien n'existe. Ouais. Or aujourd'hui, nous sommes un pays divers et varié. Il y a des départements comme le Gers et l'Ariège qui aujourd'hui ont moins d'habitants qu'en 1870, mais ils ont le droit d'avoir des hôpitaux aussi à proximité et pas d'être obligés d'aller à Toulouse, voilà, qui est en plus une métropole qui grossit, on ne peut pas circuler. Voilà, donc il arrive à un moment donné, la question, on ne peut pas parler d'un côté d'écologie sans parler d'aménagement du territoire avec des services publics. Maintenir un hôpital à Auch, ça coûte un peu d'argent, oui, mais c'est essentiel en termes d'aménagement du territoire et pour maintenir la population dans ce département. Ouais. Voilà. Et souvent, dans les villes moyennes, l'hôpital est le premier employeur. En phase avec la population de ces départements et les citoyens qui aujourd'hui ne demandent pas toujours plus, mais qu'on arrête de leur fermer les structures de proximité. Je voudrais terminer en profitant de votre présence, évidemment, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, eh bien, on parle du retour possible de la Covid-19, du coronavirus, qui reprendrait un peu du poil de la bête, nous dit-on. D'ailleurs, tiens, ce soir, dernière info, je vous l'apprends peut-être, mais à Carpentras, une dizaine de cas positifs au Covid-19 ont été détectés et le feu d'artifice du 14 juillet est annulé. On en parlait au début de l'émission en disant qu'il fallait peut-être annuler ces rassemblements, tout simplement, pour éviter le pire. Bien évidemment, voilà. Est-ce que David Vasseur en Gironde, par exemple, vous êtes inquiet, vous, par rapport à ça? Moi, je suis particulièrement inquiet parce qu'en fait, on peut pas rester, nous, Français, isolés du reste du monde. On se retrouve quand même avec beaucoup de foyers dans d'autres pays qui nous entourent. Nous, en Gironde, en plus de cela, on a été une population particulièrement peu touchée. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a des risques d'avoir une propagation plus importante qu'ailleurs. Donc, évidemment, nous, on est extrêmement attentifs à l'évolution de la situation et évidemment, on a peur d'une survenue d'une deuxième vague. Alors, soit cet automne, comme le prédisent certains spécialistes, soit peut-être même cet été, étant donné qu'effectivement, on constate que malgré tout, la population, de façon, j'ai envie de dire, assez naturelle, malheureusement, prend moins de précautions et qu'on se retrouve avec des rassemblements qui sont réorganisés à nouveau. Ouais, Christophe Prudhomme, pour terminer, est-ce que vous serez prêt si jamais il y a une deuxième vague dans les semaines ou les mois qui viennent? Ah non, ça c'est notre grosse inquiétude parce que vous savez, au regard là, de la déception des personnels, nous avons des démissions qui se produisent aujourd'hui, donc nous étions déjà pas suffisamment nombreux.
et nous risquons d'être moins nombreux dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc c'est ça notre inquiétude, c'est notre capacité à nous remobiliser. Et vous savez, quand vous êtes déçu, eh bien, vous savez, juste un collègue, vous donnez un exemple d'un collègue, 62 ans, il s'est mobilisé, il a travaillé comme un fou pendant la période. Il a dit la prochaine fois, vu la manière dont on nous traite, je me mettrai en arrêt de maladie parce que je suis une personne à risque et je ne remonterai pas au front comme je l'ai fait cette fois-ci, parce qu'il est déçu. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que vous voyez que les gens, ils baissent les bras parce qu'ils sont déçus, parce que c'est pas une médaille à un défilé du 14 juillet qu'on demande aujourd'hui, vous voyez, c'est avant tout, je vous dis, dans l'ordre, hein, on demandait des moyens humains, c'est-à-dire d'abord des embauches, ensuite les salaires, et après des lits, vous voyez. Donc, et là, on répond que sur les salaires, et en dessous de ce qu'on demandait sur les deux autres points, il y a une déception, mais monstrueuse, parce qu'aujourd'hui, on a de nouveau dans les services d'urgence ce qu'on appelle des hospitalisations brancards, en particulier pour les personnes âgées qui viennent des EHPAD. Voilà, et ça, c'est psychologiquement, pour les personnels, c'est destructeur. Le quoi qu'il en coûte n'est pas au rendez-vous à ce niveau-là, en tout cas, si on vous écoute, bien évidemment. Merci beaucoup, David Vasseur, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage. Et puis merci à Christophe Prudhomme, évidemment, qui est un habitué des vrais